l'un des rois les plus impitoyables et terrifiants d'Angleterre. Une légende raconte l'histoire d'un homme qui tenta d'affronter le roi au sujet des lourdes taxes, mais une fois qu'il se retrouva face à Édouard, un seul regard sur lui le fit tomber raide, mort de peur. Les descriptions d'Édouard le dépeignent comme un enfant souvent malade. Sa fragilité était accentuée par une paupière tombante et un zézaiement. Ceux qui l'entouraient avaient un peu foi en l'homme qu'il deviendrait, mais il finit par leur prouver à tous qu'ils avaient tort. Il surmonta sa fragilité juvénile et devint un homme grand, physiquement imposant, avec une manière de parler très persuasive. Édouard naquit dans une époque chaotique. Différentes factions parmi les nobles se disputèrent le pouvoir et menaçaient la stabilité de l'Angleterre. Son père, le bienveillant Henri III, tenta de réconcilier les factions par des négociations pacifiques. Le jeune Édouard, en revanche, ne chercha pas à s'élever au-dessus des querelles. Lorsqu'il fut assez âgé pour participer à la politique, il choisit clairement un camp, ce qui provoqua beaucoup de tensions avec son père. Bien avant que William Wallace ne commence à poser des problèmes à Édouard en Écosse, Longshanks devait déjà faire face à Llewellyn ap Griffith, le dernier prince souverain gallois. Griffith allait devenir une épine dans le flanc d'Édouard pendant des années, mais tout commença en 1263, alors qu'Édouard n'avait que 22 ans, et que son père l'envoya à l'ouest pour mener une campagne contre les Gallois. Après une enfance dorée, la vie d'Édouard changea à jamais avec le découlcichement de la Seconde Guerre des Barons en 1264. Une famine généralisée à travers l'Angleterre, combinée aux tentatives de son père d'augmenter les impôts sur des barons à court d'argent, entraîna beaucoup de ressentiment contre la famille royale. Les tensions devinrent particulièrement personnelles lorsque l'un des plus grands opposants d'Henri III, Simon de Montfort, épousa la sœur du roi sans demander sa permission. Les tensions finirent par exploser. Montfort émergea comme le leader des barons, qui insistaient pour limiter le pouvoir royal d'Henri. Édouard se battit naturellement pour son père, car c'était son futur héritage qui était en jeu. La bataille de Lewes fut le premier affrontement majeur de la Seconde Guerre des Barons. Au début, il semblait acquis qu'Édouard et son père l'emporteraient. Leur force surpassait l'armée des barons rebelles par 2 contre 1. Mais beaucoup de choses peuvent se passer sur un champ de bataille. Tôt dans les combats, Édouard mena une charge de cavalerie qui brisa une partie des flancs ennemis et provoqua une retraite partielle. La victoire semblait assurée, mais Édouard commit alors une erreur fatale. Il laissa son orgueil prendre le dessus et poursuivit l'ennemi en retraite. Cela laissa son père et leur infanterie sans soutien. Lorsqu'Édouard revint sur le champ de bataille principal, Henri III était en retraite. Tout s'effondra à partir de là, et lorsque les combats cessèrent, les barons avaient décapturé le père et le fils. Les barons finirent par libérer Henry, mais ils retinrent Édouard pour s'assurer que son père ferait ce qu'on lui ordonnait. Il semblait que la cause royale était perdue, mais Longshanks n'était pas homme à rester enfermé dans une cage. Il s'échappa de sa captivité, rejoignit son père, et la guerre reprit de plus belle. Quand Édouard avait 15 ans, son père craignait que le royaume de Castille, au centre de l'Espagne, n'envahisse son territoire en Gascogne. Pour éviter cela, Henri III arrangea le mariage de son fils et héritier avec Éléonore, la fille du roi de Castille. Cela ressemble à un mariage politique médiéval classique. Mais Édouard et Éléonore avaient soudé quelque chose de spécial. Selon tous les témoignages, le couple s'aimait profondément et maintint un lien très fort tout au long de leur relation. Éléonore suivit son mari lors des croisades et le conseilla activement lorsqu'il devint roi. Éléonore était intelligente et déterminée, et Édouard était assez sage pour écouter ses conseils sur les affaires politiques. Mais c'était l'Angleterre du XIIIe siècle. Alors les gens voyaient leur relation
comme un signe de faiblesse chez le roi. Jeune homme, Édouard devenait déjà le guerrier brutal et assoiffé de sang qu'il serait, et il n'y avait qu'un seul endroit pour quelqu'un comme lui au XIIIe siècle, la Terre Sainte. Édouard prit la croix des croisés lors d'une cérémonie spectaculaire en 1268 et commença les préparatifs pour le difficile voyage vers le Moyen-Orient. Il s'avère qu'une guerre religieuse est un bon moyen de rassembler les gens. Avec son frère et son ami proche Henri d'Almain, certains des pires ennemis d'Henri prirent également la croix avec lui. Le comte de Gloucester, qui s'était battu contre Edward et son père lors de la Seconde Guerre des Barons, mit ses rancunes de côté et rejoignit également la guerre sainte. Avec sa force relativement réduite, Edward comptait vraiment sur l'aide de Louis IX de France. Le roi français partageait la passion d'Édouard pour la croisade, et il avait beaucoup plus de soldats pour la soutenir. Mais avant même qu'Édouard n'atteigne le front, un désastre frappa. Louis mourut soudainement de la peste en attendant l'arrivée des Anglais. La plupart des gens sensés auraient abandonné, mais pas Édouard. Finalement, en 1271, il atteignit la Terre Sainte, mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Sans surprise, ces 1000 hommes firent peu pour changer le cours du conflit. Puis, un jour, comme si les choses ne pouvaient pas empirer, il se retrouva soudain à lutter désespérément pour sa vie. En juin 1272, un peu plus d'un an après l'arrivée d'Édouard à Jérusalem, il ouvrit des négociations avec l'un des émirs musulmans. Ce qu'il ne réalisa pas, c'est que tout cela n'était qu'une ruse. Un homme se présenta à la porte d'Édouard, prétendant être un messager de l'émir, envoyé pour une affaire secrète. Cependant, dès qu'Édouard laissa entrer l'homme, celui-ci se précipita sur le futur roi avec un poignard à la main. Le messager de l'émir s'avéra être un membre de l'ordre des assassins. Édouard parvint à le repousser avant de l'assommer avec un tabouret, mais la menace n'était pas encore écartée. Le poignard de l'assassin était empoisonné, et Édouard avait été touché 2 fois, une fois au bras et une fois au front. Ses blessures s'infectèrent rapidement, et il ne survécut que grâce au travail rapide de son chirurgien. La légende raconte que c'est sa femme Éléonore qui aspira le poison des blessures de son mari. Pendant qu'il menait sa croisade défaillante, Édouard reçut une nouvelle absolument dévastatrice de chez lui, en Angleterre. Son père bien-aimé était mort. Bien qu'Henri III ait été, en fin de compte, un roi désastreux, Édouard l'aimait profondément, et cette perte le frappa durement. Édouard commença à planifier son retour en Angleterre pour réclamer la couronne, mais il ne se pressa pas. Il rentra à un rythme tranquille et n'arriva que 2 ans plus tard. Après le règne chaotique de son père, Édouard mit en place des changements radicaux dans le gouvernement de l'Angleterre une fois qu'il prit le pouvoir. D'abord, il renvoya presque tous les fonctionnaires locaux de l'époque et les remplaça par ses propres hommes. Ensuite, il lança une répression de la corruption qui toucha tous les coins de l'Angleterre. La faiblesse de son père avait laissé le pays en désarroi, et Édouard comptait bien le remettre en ordre. Le héros gallois Llewellyn ap Griffith profita de l'anarchie de la Seconde Guerre des Barons pour consolider son pouvoir. Il fournit des forces aux barons tout en sécurisant une position forte pour lui-même au pays de Galles. Il força même Henri III à le reconnaître comme son dirigeant légitime. Mais Édouard n'était pas comme son père. Une fois devenu roi, il entreprit d'enseigner une leçon douloureuse aux Gallois. Il déclara Griffith rebelle et envahit le pays. Après une campagne sanglante, Édouard força enfin Griffith à s'agenouiller. Il reconnut Édouard comme son roi, et en retour, Griffith épousa la cousine germaine d'Édouard, Éléonore de Montfort. À peine 5 ans plus tard, beaucoup des sujets de Griffith se rebellèrent, et il se sentit obligé de soutenir son peuple dans la guerre. C'était déjà une mauvaise situation, mais une terrible tragédie
rendit les choses encore pires. L'épouse bien-aimée de Griffith et son lien avec le trône anglais mourut soudainement cette même année. Edward vit tout cela comme une opportunité de régler les choses une fois pour toutes. De 1282 à 1283, les Anglais envahirent le pays de Galles. Edward n'était pas connu pour sa clémence et sa colère fut brutale. Il exécuta Griffith, tua ou captura sa famille et mit fin à l'indépendance galloise. Les Gallois n'ont jamais retrouvé une souveraineté depuis. Quand Griffith fut enfin mort, Edward fit envoyer sa tête tranchée à Londres, où elle fut placée sur une pique et exposée à la tour. Un rappel sinistre du triomphe d'Edward. Puisqu'il avait enfin écrasé la résistance galloise, Edward entreprit de coloniser la région avec des citoyens anglais. Il fonda plusieurs villes anglaises, les entoura de murs imposants, et interdit aux hommes ou femmes gallois d'y vivre. Il fit également de son fils le premier prince de Galles, une tradition qui perdure encore aujourd'hui. En 1290, Edward fit face à la tragédie la plus douloureuse à ce jour. Sa femme bien-aimée et reine, Éléonore de Castille, mourut après une maladie douloureuse. Accablé de chagrin, Edward ordonna l'érection d'une série de 12 croix commémoratives en son honneur, une à chacun des endroits où son corps s'arrêta sur le chemin du retour vers Londres. Bien que seulement 3 d'entre elles subsistent aujourd'hui, elles sont encore connues sous le nom de croix d'Éléonore et se trouvent à Geddington, Ardingstone et Waltham Cross. Malgré la dévastation d'Edward à la mort de sa femme Éléonore, il y avait des problèmes qu'il ne pouvait ignorer. Il ne lui restait qu'un seul fils vivant, et son conflit avec l'Écosse ne montrait aucun signe d'apaisement. En conséquence, Édouard se tourna vers le puissant royaume de France. En 1291, Édouard arrangea un mariage entre son propre fils, Édouard de Caernarfon, et Isabelle, la fille du roi Philippe IV. Les Juifs n'ont jamais eu la vie facile dans l'Angleterre médiévale, mais Edward rendit les choses bien pires. Les Juifs étaient persécutés par la structure du pouvoir chrétien depuis de nombreuses années, mais certains d'entre eux avaient quand même réussi à prospérer. Une fois que ce fut le pied d'Edward sur leur cou, il appuya plus fort. Dans le cadre de sa campagne contre l'usure, Edward fit exécuter des centaines de Juifs avant de promulguer un décret qui les expulsa tous d'Angleterre. Comme à son habitude, il s'assura qu'ils laissent derrière eux toutes leurs richesses et leurs biens pour qu'ils puissent les prendre. L'expulsion des Juifs anglais par Edward en 1290 ne fut annulée qu'en 1656 par Oliver Cromwell. Bien qu'il soit aujourd'hui connu comme le marteau des Écossais, Edward s'aventura d'abord au nord à l'invitation des Écossais eux-mêmes. Le roi d'Écosse, Alexandre III, était mort sans héritier mâle, laissant sa petite-fille, une enfant en Norvège, comme successeur. Cela entraîna une telle rivalité parmi les nobles écossais qu'ils invitèrent Édouard à venir en Écosse pour arbitrer une transition de pouvoir en douceur. Edward saisit avec joie cette opportunité. Il se déclara Lord Paramount d'Écosse avant de soutenir John Balliol comme roi fantoche qu'il pourrait facilement contrôler. Croyez-le ou non, les nobles écossais n'étaient pas exactement ravis de cet arrangement, et ils sapèrent Balliol à chaque occasion. Après que John Balliol se révéla être un roi fantoche décevant, Édouard en eut assez. Il marcha vers le nord et écrasa la résistance écossaise à la bataille de Dunbar. Puis, après avoir exilé Balliol, il vola la pierre du destin, l'un des artefacts légendaires les plus emblématiques de l'histoire écossaise. Ce bloc de pierre brute était utilisé pour couronner les rois écossais. Alors, Edward trouva le moyen parfait d'envoyer un message. Il ramena la pierre en Angleterre et la fit enchâsser dans son propre trône. Là, elle resta pendant plus de 700 ans. Les Anglais ne rendirent l'artefact à l'Écosse qu'en 1996. La seconde épouse d'Edward, Marguerite, suivit les traces de sa prédécesseur, Éléonore.
elle accompagna son mari dans ses campagnes militaires et lui donna plusieurs enfants. La guerre de William Wallace contre les Anglais atteignit son apogée avec une grande victoire à Stirling Bridge en 1297, suivie d'un raid massif sur le nord de l'Angleterre. À l'époque, Édouard était en campagne en France, qui s'était allié aux Écossais des années auparavant, mais les jours de Wallace étaient comptés. Édouard régla ses différends avec les Français et retourna en Grande-Bretagne, prêt à faire un exemple terrifiant du rebelle écossais. La seule fois où Edward et William Wallace s'affrontèrent au combat fut la bataille de Falkirk en 1298. Malgré les succès antérieurs de Wallace, il faisait maintenant face à 15 000 soldats sous le commandement d'Edward, avec seulement 6 000 guerriers écossais. La bataille de Falkirk brisa le pouvoir de Wallace en Écosse. Bien qu'il ait lui-même réussi à fuir les troupes d'Edward, il avait perdu un tiers de ses forces sur le champ de bataille. Il ne commanderait plus jamais une grande armée contre l'Angleterre, vivant comme un hors-la-loi pendant les années suivantes. Enfin, en 1304, les Anglais capturèrent Wallace, qui fut conduit à Londres et ensuite écartelé, castré, décapité et démembré. Ensuite, Edward fit suspendre ses différentes parties du corps à travers l'Angleterre, comme un avertissement contre toute nouvelle rébellion écossaise. Edward semblait destiné à une mort violente sur le champ de bataille. Mais comme tant de gens à son époque, sa fin fut bien moins dramatique. Lors de ses campagnes en Écosse, Edward contracta une grave dysenterie et mourut en vieillard affaibli. Le dernier matin qu'il vit, ses serviteurs durent le soulever de son lit pour le nourrir, et il mourut dans leurs bras. Il avait 68 ans. Selon la légende, Edward avait 2 exigences spécifiques concernant ses restes. Il voulait que son cœur soit extrait et apporté en Terre Sainte, et que ses os soient portés au combat contre les Écossais. Nous vivions vraiment sans loyer dans la tête de cet homme. Après la mort de William Wallace, le roi Robert de Bruce prit le rôle de leader de la rébellion contre les Anglais. Malheureusement pour la famille de Robert, ils devinrent une cible pour la colère d'Edward. Le jeune frère de Robert, Neil, fut écartelé par les forces d'Edward. Edward fit suspendre la sœur de Bruce, Mary, et son alliée Isabella Macduff dans des cages pendant 4 ans. Edward parvint à obtenir sa brutale revanche contre le traître Simon de Montfort à la bataille d'Evesham en 1265. Comme auparavant, les forces royales surpassaient les barons, mais cette fois, Edward avait pris la hauteur au milieu d'un orage. Malgré les meilleurs efforts de Montfort, les barons et leur armée furent complètement vaincus. Ce qui se passa ensuite fut ascendant, l'un des moments les plus sombres de l'histoire de l'Angleterre. Dans un pressentiment effrayant, Simon de Montfort réalisa qu'il était condamné avant même que sa dernière bataille ne commence. En voyant les forces d'Édouard approcher, il déclara « Confions nos âmes à Dieu, car nos corps leur appartiennent. » Dans ce qui fut peut-être le plus grand exemple de sa cruauté, Édouard ignora la tradition des prisonniers pour rançon après la bataille d'Evesham. Il préférait anéantir ses ennemis sur le champ de bataille, même lorsqu'ils espéraient en se rendre. Montfort fut forcé de regarder son fils brutalement tué avant d'être lui-même passé au fil de l'épée. Mais Édouard n'en avait pas fini. Dans un ultime acte de mépris et de vengeance, Édouard ordonna que le corps de Montfort soit mutilé. Sa tête, ses mains, ses pieds et ses testicules furent tous retirés de son corps. La scène fut appelée « un épisode de noble saignée sans précédent » depuis la conquête de Guillaume le Conquérant. Merci de regarder History Exposed. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, appuyez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factornet, pour plus de faits incroyables sur tout.